À la base, je suis devenu un ami très très proche d'Olivier Chevalier, son frère, et c'est par Olivier que j'ai fait la connaissance d'Alain. Sachant que quand j'ai rencontré Olivier en 1971, Alain ne fréquentait pas les circuits de moto. À l'époque, Alain était encore dans la production de voitures, dans les courses de côte en voiture, les rallyes. Et je n'ai connu Alain qu'1 ou 2 ans plus tard, au cours d'un passage à Sèvres, où Olivier m'avait présenté à sa famille, ou en tout cas à ses frères que je ne connaissais pas encore. Alain, si je me souviens bien, venait de s'installer à Vendôme et Olivier m'avait dit « Oh, tu vas voir, il va s'occuper de mes motos, il faut que j'arrive à le convaincre et puis je vais aller installer mes motos dans son grand atelier à Vendôme. » Parce qu'au début des années 70, Olivier, son camion était à Paris et il travaillait avec... Il devait trouver des mécaniciens qui avaient de la place pour mettre ses motos parce qu'il n'y avait pas de place là où il habitait, dans l'appartement de ses parents à Sèvres. Donc Alain a dû commencer à venir sur les circuits en 74 ou 75, quelque chose comme ça. Donc on a lié connaissance comme avec tous les mécaniciens qu'on pouvait côtoyer course après course. Et puis donc quand il a commencé à construire des cadres pour Olivier, je me souviens, alors là Olivier était comme un fou, il me disait Jacques, faut qu'on aille à Vendôme, on va aller voir l'atelier de mon frère. Et là, on allait à Vendôme avec Olivier 4-5 fois par hiver, quoi, très souvent. Et là, par contre, c'est là que mes liens avec Alain se sont vraiment renforcés. À l'époque, j'ai fait la connaissance de Marie-Claude, je crois que j'ai vu Jasmine tout bébé, enfin je crois pas, j'en suis sûr, sa fille. Et on allait à Vendôme très souvent avec Olivier. Et puis malheureusement Olivier s'est tué en avril 1980. Et, je me souviens que ça avait été un moment doublement difficile. Son père m'avait demandé de dire un mot à ses obsèques, enfin bref. Et puis quand Alain est revenu sur les Grands Prix quelques temps après, donc à la demande d'Eric Saul, alors là on a passé beaucoup de temps ensemble, à tel point qu'au fur et à mesure où il a monté son écurie, je lui ai donné beaucoup de coups de main en communication. J'avais réalisé une plaquette présentant son écurie pour essayer de trouver des sponsors et ainsi de suite. Et là pareil, dans les années 80, j'ai fait des allers-retours incessants à Vendôme. Et alors ce que j'aimais beaucoup chez Alain, c'était son approche quasi scientifique de son métier. C'est-à-dire qu'Alain, il avait démarré des études de médecine, il avait une vision de praticien de la mécanique. Un exemple, il observe que quand les pilotes tombent avec une Yamaha standard, la selle tape tout le temps au sol et les barres du cadre qui tiennent la selle sont tordues. Et quand ça tape trop fort, ça fausse tout le cadre. Et Alain disait, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et je me souviens qu'un jour dans Moto Journal, on a présenté une nouvelle moto de cross dont les barres tenant la selle étaient vissées au cadre au lieu d'être soudées. Et Alain a regardé ça, il a dit mais c'est génial, c'est évidemment ça qu'il faut qu'on fasse. Si un pilote tombe, on s'en fout, on dévisse la barre tordue, on la ressoude et on revisse une neuve, on ne perd pas de temps, on a un cadre. Et c'est comme ça qu'il a été le premier, sur des cadres de moto de vitesse, à mettre la partie arrière du cadre vissée. Et le premier à comprendre que il ne s'est pas contenté d'observer ce qui se passait en cross. Il a aussi compris que les deux barres, la triangulation sur laquelle repose la selle ne sert à rien dans la tenue de route de la moto. Il avait compris que ce qui compte, c'est le berceau et la rigidité entre l'axe de direction et l'ancrage du bras oscillant. Ça, c'était typique d'Alain. Et toute sa vision de la compétition est née de ça. C'est-à-dire que chaque fois qu'il butait sur un problème, il ne se disait pas « bon, on va s'en accommoder ». Non, Alain disait « non seulement il faut qu'on puisse résoudre ce problème, mais il faut le résoudre par une pensée, si j'ose dire, structurelle.
C'est-à-dire on va envisager tout le problème dans sa complexité. On ne va pas seulement se dire, je reprends l'exemple du support de selle tordu après une chute, on ne va pas seulement se dire est-ce qu'il y aurait un moyen de redresser vite fait le bout de tube une fois qu'il est tordu. Non, c'est là qu'il s'est dit non, il faut tout changer, et qu'il a étudié toute la rigidité des cadres, qu'il en a conclu qu'il pouvait se permettre de mettre des supports de selle boulonnés. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il a été autant innovateur, parce que il cherchait toujours, il regardait partout, il lisait beaucoup de journaux, il regardait beaucoup ce que faisaient tous les autres, et il était capable d'adapter tout un tas de choses. Il avait sa culture auto aussi. Et donc, en ce sens, ça a été un chercheur absolument infatigable. Et surtout, c'était aussi la capacité d'adapter ce qu'il trouvait. Et puis, après, tout s'est enchaîné. Dès que l'écurie s'est mise à marcher avec De Radigues et gagné des grands prix, il a tout de suite étudié les freins carbone. Il ne s'est pas demandé si ça marchait, si ça ne marchait pas. Il s'est dit, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, puisque ça marche sur les avions, ça marche sur les voitures, ça marchera sur les motos. Et son pragmatisme le poussait à repenser tout de bout en bout, alors que beaucoup d'autres gens étaient limités. C'est-à-dire qu'il y avait un vague marchand de disques de frein en Italie qui en vendait, on les montait sur une roue, on essayait de monter ça, ça ne marchait pas. Et Alain, ce genre de démarche le faisait rigoler. Alain lui disait non, il faut repenser l'ensemble du système. Et voilà pourquoi, au fil des années, il voulait tout construire lui-même, parce qu'il voulait que tout ait une cohérence de la plus petite pièce à l'ensemble de la machine. Au-delà du personnage qui était drôle, qui pouvait être truculent, qui avait un humour acide dévastateur, moi, l'admiration que je porte à Alain, c'est cette capacité d'apprendre et de s'adapter et d'adapter tout ce qu'il avait pu découvrir et assimiler. C'est surtout ça qui en a fait un très très grand innovateur et préparateur, parce qu'il partait du principe que si des gens y arrivaient, il n'y avait aucune raison, en réfléchissant, lui-même. Non, on n'a pas trop travaillé. J'ai travaillé chez lui parce que j'y louais son banc d'essai, parce qu'il avait un banc d'essai. Mais Alain, on était copains. Mais faut dire qu'on était un peu concurrents. Hein. Quand Christian a gagné en Finlande, c'est comment je veux dire le belge, là, comment il s'appelle ? De Radigues. De Radigues qui fait 2. Hein. Mais tout en toute amitié, quoi. On blaguait ensemble et tout, mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Hein, ouais. Et qu'est-ce que tu penses des travaux que lui a fait, de tout ce qu'il a réalisé, ta vision ? Ce qu'a fait Alain Chevalier, c'est exceptionnel. Hein. En plus, il savait faire des moteurs. Il avait des moteurs qui marchent, des fois les nôtres marchaient, mais les siens, ils marchaient plus souvent que les nôtres, quand même. Et, il a fait des parties cycles. Qui étaient bien. Moi aussi, j'en ai fait des parties cycles. Hein. Premier cantilever, c'est moi qui l'ai fait, quand même, en 1974. Et on faisait... Si, on parlait souvent mécanique ensemble, mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Hein. On me donnait pas des diagrammes qu'il mettait, puis moi non plus. Hein. Vous aviez quand même vos petits secrets, mais une estime réciproque énorme. Oui. Puis blagueur. Hein. Tous les deux, on était comme des rigolards. Hein. Tu viens de le dire, tu préfères rire que pleurer, dans le fond. C'est plus drôle. Hein. Voilà. Merci de nous dire ces mots sur Alain. C'est une grosse perte, parce que c'était un mec... un mec qui était vachement compétent et gentil, pas le chou. Hein. Est-ce qu'il y a des choses que tu penses qu'il a vraiment amené à la course quand il cherchait sur ses parties cycles ou tout ça ? Pas trop sur parties cycles, c'était bien ces parties, c'est lui qui a amené les premiers réglages de partout, quoi. Hein. C'était plus réglable sa moto, mais il fallait qu'Alain soit là pour les régler aussi. Hein. Mais par contre, ce qu'il a beaucoup travaillé, c'est les boîtes à air, tout ça. C'est un précurseur là-dedans. Ça, je me rappelle, c'est 2,5, tout ça marchait bien. Il avait des boîtes à air, l'air rentrait sur le côté du carénage et tout. Non, il a bien bossé. Hein, alors qu'à l'époque, personne d'autre n'en utilisait. Non. Ça sort.
Et toi, la première fois que tu les as vus, ces boîtes à air, t'as pensé quoi? Encore une bonne idée ou on va voir comment ça marche? Ah bah non, moi quand je vois une moto qui nous double, je dis c'est pas une mauvaise idée, hein. C'est pas possible. Hein. Parce que si ça lui fait perdre des chevaux, s'il l'enlève, qu'est-ce que ça va être? Voilà. Mais nous, on a eu les premières boîtes à air, pas sur les 500, on a eu les boîtes à air en 82 sur les 2,5 en V, là, pour le championnat d'Europe. On avait gagné avec ça. Hein. Donc tu es en train de nous dire que Alain a eu les boîtes à air avant l'usine? Ah oui, absolument, absolument. Ouais. Absolument. Ouais. Bah oui, parce que je dis pas de bêtises, en 60... attends, il avait laissé parti 6, ça devait être en 82, 83, il a commencé avec les boîtes à air. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Bah écoute, c'est le plus bel hommage qu'on puisse lui donner. Toi, en tout cas... Nous, on a eu ça sur les Yamaha Combi Client en 92. Hein. Et encore, c'était pas d'origine sur la moto. Donc, 10 ans avant. 10 ans avant. Eh ben, merci de nous donner ce témoignage sur Alain, qui est quand même magnifique. Merci Jackie. Merci. On va terminer sur une note un peu particulière et j'allais dire presque sentimentale. Donc tu évoques le fait que c'est la mort d'Olivier Chevalier, qui était un de tes grands amis au circuit Paul Ricard en avril 1980. Et étrange coïncidence quand même, tout au début de ta reconversion, tu as travaillé 2 ou 3 ans avec Alain à Vendôme. C'est vrai, la famille Chevalier, on s'entendait bien avec Olivier et Alain en tant que pilote sur les circuits. Donc en 1980, j'ai décidé, bien sûr c'est une grosse erreur, mais tant pis, j'ai décidé d'abandonner les petites cylindrées où j'aurais dû persévérer, mais pour passer en 2,5, 3,5. Bref, j'ai dit je vais vous faire voir aussi ce que je sais faire en 2,5, 3,5. Je me suis associé, je suis rentré dans le team avec Olivier Chevalier et Alain comme préparateur pour 1980. Il y a eu cet accident, j'ai raccroché. Et puis 2 ans après, avec Alain, il m'a rappelé, on s'est retrouvés. J'étais dans la période de reconversion donc, et je suis rentré dans l'écurie avec Alain pour faire un petit peu le directeur, manager, amener mettre en valeur un petit peu mes études, comme on avait dit, mon sens un petit peu de relations publiques. Et de l'organisation. L'organisation, et donc Alain avait besoin d'un bras droit un petit peu. Bon, et alors Alain, j'ai toujours dit, c'était un garçon intelligent, c'est sûr, intelligent, qui avait une vision sur la course, vous savez tous ses qualités. Pour être honnête, ça n'a pas très bien fonctionné. Moi, je me suis retrouvé dans un rôle un peu intermédiaire. Alain, il n'a peut-être pas eu, tout ce qu'il attendait de moi. On a toujours été très amis, etc. Mais c'est vrai que ça a duré 2 ans et demi. Et puis je suis reparti dans une reconversion un peu plus classique. Et je me suis dit, la course, non, c'est pas vraiment, on fait pas un métier dans ce milieu-là. Mais donc avec Alain, d'excellents souvenirs sur le plan humain, je dirais, avec Alain Olivier. Mais sur le plan professionnel, oui, on n'a pas réussi ce qu'on aurait peut-être pu faire tous les deux. Mais c'est pas grave, on est toujours resté très bien. Cela dit, moi j'étais très proche de la famille Chevalier, donc aussi d'Alain. Je peux dire aussi que ta position n'était pas facile parce que c'était le moment où les sponsors se mettaient à mettre beaucoup d'argent, donc beaucoup de pression. Avoir 2 interlocuteurs à l'époque, c'est-à-dire Alain comme en gros patron de l'écurie, plus toi comme directeur, il y avait un modus vivendi à trouver et même dans les autres teams, il n'a été trouvé que beaucoup plus tardivement. Mais dis-nous un peu plus de bons souvenirs pendant ces années avec Alain. Les victoires quand même. Oui, les victoires effectivement, celle d'Olivier, qui c'était en Yougoslavie, sa première victoire, 76, voilà. Et puis les bons souvenirs, alors c'est bien sûr la bonne humeur d'Alain Chevalier, on le sait tous, Alain puis Olivier aussi d'ailleurs. Un gars, donc comme je disais, intelligent, toujours de bonne humeur, comme souvent les talents, ils passent inaperçus. Comme les grands champions, les grands sportifs, vous savez, on dit toujours d'un sportif, oh là là, il a l'air à l'aise, que ce soit, je sais pas, en ski-neige, en tennis ou en moto. En ce moment, Zarco, par exemple. On n'a pas l'impression qu'ils font d'efforts, ça semble naturel, et c'est les plus grands champions. Et Alain Chevalier, c'était un petit peu ça dans son domaine technique. Un gars simple, abordable, qui de l'extérieur se prenait pas la tête, si on peut dire, mais bref, qui était un gars génial, toujours abordable, et c'est la signature des grands champions. Comme Olivier avec son sourire, sa bonne humeur et son partage aussi. Il aimait bien partager avec les autres, aider des jeunes.
Et comme je dis toujours, on a regretté Olivier Chevalier, parce que je pense qu'il aurait été patron d'un grand team et peut-être un genre président de la fédération française ou autre, bien qu'on a un ancien champion aujourd'hui qui fait un super boulot, mais des années avant. Et puis Alain, il a fait son parcours aussi avec la Vauxhall. Puis aujourd'hui, il se repose là-haut, mais on en parle tous les week-ends, je vous rassure. C'était en 85, pardon. Et puis, la même année, je rencontre Alain Chevalier, que je connaissais de nom, évidemment, que je connaissais via Olivier, par rapport à ce qu'il avait fait en Grand Prix avec Radigues, avec Eric Saut, avec tout ça. Donc pour moi, c'était un grand bonhomme. Et je ne sais pas qui nous a mis en contact, mais toujours est-il que je le rencontre, et on discute. Et je lui raconte mon histoire de caméra. Et il me dit, écoute, ça me plaît, c'est marrant, c'est sympa, viens me voir à la Praserie. Je vais à la Praserie, avec mon associé de l'époque, et on lui montre là où on en était. Et il me dit, écoute, c'est marrant, votre truc et tout, c'est sympa. Et c'était l'année, en 85, il a une année où il n'a pas de sponsor. En 86, il récupère All-Star, et Didier revient dans le team en 500. Mais en 85, il fait rouler Thierry Espier, et il a développé sa nouvelle 500, et il est un peu au creux, donc il a du temps. Et il me dit, non, c'est sympa votre truc et tout. Donc si tu veux, mets la caméra sur ma moto. On va essayer. Comme ça, on fait du développement. Mais ça pesait tout de même 3 kilos à peu près, 3,5 kg entre les batteries et la caméra. Il cherche la place, parce que sa moto, elle était compacte. Il trouve la place dans le nez de carénage, on trouve la manière de foutre l'électronique, la batterie sur le... à droite dans le carénage, etc. Et on commence à faire quelques grands prix ensemble. Alors, nous, moi, je n'avais pas un rond, ce qui fait que je venais à la Praserie, et on partait en CX Break avec la moto de Thierry derrière, et on faisait la route. Et alors là, avec Alain, moi, j'ai vécu des heures formidables. Formidable parce qu'on faisait la route, on discutait, et évidemment, dans ces moments-là, tu parles de tout. Et donc, il me partageait son enfance, sa famille médecin, l'anticonformisme, les débuts d'Olivier. Et moi, je lui racontais aussi, quelque part, ce qui est un peu pareil, mon côté entreprise familiale, qui aurait pu être très convenu et très bon chic, bon genre et tout, et qui, moi, m'embêtait par un certain côté, et la manière dont, finalement, on essayait de se faire par nous-mêmes. Et lui avait de l'avance sur moi, évidemment. Mais j'ai beaucoup aimé Alain. Beaucoup aimé Alain. C'était un type qui avait un humour incroyable, qui avait un génie du mécanique incroyable, qui avait une sincérité de sentiments, de valeurs morales géniales, avec lequel tout était simple. Dès l'instant où on faisait partie du clan qu'il acceptait. Et donc, moi, j'ai passé des journées, des après-midi avec Marie, qui était là, qui nous faisait la bouffe, qui disait « Qu'est-ce que vous faites encore dans votre atelier ?» Il m'avait développé, parce que nous, on se rendait bien compte que la moto, ça a toujours été un problème de budget. Donc, il fallait qu'on arrive à pouvoir aussi aller dans l'automobile. Et j'avais fait développer, je voulais aller dans l'équitation et dans le ski, qui me semblaient aussi deux sports individuels où il est difficile de partager et où on est face au chrono. Et donc Hermès, quand même, gentiment, j'en avais parlé avec mon oncle, et mon oncle avait développé une selle, je lui avais donné les contraintes techniques, je lui avais dit à Alain, qu'est-ce que tu crois qu'il faut qu'on fasse, parce que sa fille allait se mettre à l'équitation, c'était l'époque où Jasmine... Bon, et du coup, on développe, Hermès me confie un arçon, qui est la structure interne de la selle, que je fournis à Alain Chevalier, et Alain me dit, écoute, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est on fait une structure alu, un bâti à l'intérieur, qui laisse la place pour que le cheval puisse passer son dos. Et à partir de là, moi, si tu sais me sortir ça, gauche et droite, on se démerde, on fait un support, mais on va y arriver. Et du coup, je donne ça à Hermès, qui nous fait la selle, qui réhabille, avec les deux pattes en alu qui sortaient des deux côtés, etc. Et j'ai des images. Et ce que je trouve incroyable, c'est que ça n'a jamais été fait depuis. Mais j'ai des images de jumping avec un cheval équipé de 2 caméras, une latérale qui est géniale parce que on voit le bras du cavalier, sa jambe, l'encolure et les obstacles arriver. Et on avait essayé aussi avec une caméra accrochée sous la sangle
Alors ça, c'était un peu plus dangereux, parce que... Bon, mais j'ai des images quand même, vues d'en dessous, où là, on voit les pattes du cheval qui cavale comme ça, etc. Et on avait fait ça pour le CSI de Dinard. Mais toujours est-il, moi j'avais la selle, le truc, j'avais fait ça avec Alain. Et avec Alain aussi, on avait fait une platine pour le ski. Donc il m'avait développé avec des petites... il mettait des rotules partout, donc il y avait des rotules, etc. Mais on avait une platine. Donc avec Alain, il y avait la moto, mais il s'intéressait, il nous a aidés sur d'autres trucs. Donc, moi je vis ces 2 saisons, 85 et 86. On n'arrive pas à faire tous les Grands Prix, mais on fait les Grands Prix là où les chaînes de télévision nous acceptent. C'est-à-dire la BBC, la RTBF, la RAI, la télévision espagnole chez le TVE, et on avait NHK au Japon. En France, jamais. Si t'arroses pas, jamais. Et donc, on était tellement vexés qu'en 86, je paye la SFP 150 000 francs pour avoir le droit de leur donner mon signal. Et la règle, c'était que Rollstar, qui était le sponsor de Cheval, me dit, si tu nous as au moins 1 minute de retransmission sur l'intégralité du Grand Prix en Eurovision, on te donne 300 000 francs. Donc ça me payait le Grand Prix. Mes coûts hélico, parce qu'après, 150 000, c'est ce que prenait la SFP, mais après, moi, il y avait l'hélico, il y avait tout. Et donc, TF1 connaissait la règle du jeu. Et on arrive pour le Grand Prix, et pour X raisons qui maintenant font partie de l'histoire, donc c'est pas d'intérêt, mais toujours est-il que on n'a eu pas 1 seconde sur l'Eurovision. Et c'était terrible parce que moi je voyais mon signal qui arrivait dans mon camion régie, et notamment, je le sais encore parce que j'ai des images, Didier de Radigues avait accepté de prendre la caméra sur ce Grand Prix, et on parle du Grand Prix mythique, du Castellet 86. Et Didier fait un super départ, et j'ai des images embarquées de l'extérieur de Christian Saron dans le double droite du Bosset de Radigues qui sont à tomber. Et moi, je voyais ça sur mon écran. Je me dis, putain. Et j'avais le retour de l'Eurovision. Je me dis, mais ils ne peuvent pas ne pas passer ça. Ils n'ont rien passé. Et du coup, je vais toquer au camion. Je dis, mais qu'est-ce que vous foutez? Ah, on trouve l'image un peu instable. On attend. Ils n'ont rien passé. Je vous en ai mis 150 000. Et je n'ai pas touché pour le Star. Et ils ne savaient pas bien. Et donc, ça m'a dégoûté. Besson, Jean-Luc Besson. Bon, j'ai connu des gens, Cheval, Laoud. Parce que Laoud, pourquoi on dit Laoud en suédois, c'est cheval en arabe. Ouais, bah justement, tu peux nous développer un peu ta rencontre avec Alain, parce que je crois que tu as pas mal de choses à dire. Ouais. Oui. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup. Déjà, je remercie Nono. C'est Bruno qui m'a présenté Cheval. Enfin, Laoud pour moi, c'est pas Cheval, pour moi c'est Laoud. Il me l'a présenté par hasard. Et quand on s'est rencontrés, il peut vous en parler. Mm-hmm. Bah, la rencontre avec Alain de Badi et d'Alain Chevalier, Laoud, c'était très simple. Moi, je travaillais chez Sonoto Yamaha et tous les soirs, j'amenais la FZT de Jean-Claude Olivier pour que Alain fasse des modifications sur les châssis. Et dans la journée, je la ramenais pour que Jean-Claude l'essaye. Et c'était ainsi de suite tous les soirs. Et puis Badi était passé à la Honda et il n'y arrivait pas, les échappements, c'était pas les bons. Je commençais un peu à parler avec Alain et Alain m'a dit bah écoute, amène-moi Badi et on va voir ce qu'on peut faire. Donc j'ai amené Badi, toute la tribu, les mécaniciens, tout le monde, et je les ai présentés et après je me suis mis sur le côté parce qu'il fallait qu'ils vivent leur truc, fallait qu'ils se connaissent, qu'ils apprennent à se connaître, et Alain a ouvert sa porte comme Badi m'a ouvert sa porte quelques années avant. Alain était quelqu'un avec un grand cœur. Justement, tu peux nous parler un peu, Badi, de ton travail avec Alain, et comment était l'homme aussi, parce que... C'était pas un homme, c'était un homme extraordinaire. J'ai vécu des choses avec lui il m'a fait confiance, c'est ça le problème. C'est qu'il m'a fait confiance à l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier comme mes origines. Il n'a pas fait confiance à un arabe, un noir, il m'a fait confiance. Et là-dessus, c'était mon deuxième père quelque part. C'est quelqu'un de très ouvert. J'ai passé des moments là-bas, mais je ne vais pas dire de folie, mais pas loin, oui. Je dormais là-bas dans l'atelier, il m'expliquait des choses, il me faisait limer, il me met des estrades parce que j'étais trop petit. Il m'a aidé, il m'a appris aussi à me connaître moi-même, à régler ma moto, à me donner des astuces
En Autriche, j'ai failli faire pole position. Pourquoi? C'est grâce à Alain. Parce qu'il m'a mis du mazout, du gasoil dans l'huile de fourche. Même pas, j'aurais imaginé que c'était possible. Et ben, grâce à ça, c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de choses. J'ai passé de très très bons moments là-bas. J'ai emmené sa fille Jasmine et Alban à l'époque faire du cheval. Je les emmenais le soir. Il me faisait faire des trucs de fou aussi parce que Alain, ce qu'il était, mais il était quand même un peu kamikaze. Il m'envoyait faire des essais de la moto à Bontou, son quad, à 230 km/h dans une petite route de campagne. Sur les routes de la Praserie. La route de la Praserie, mais j'étais hyper content parce qu'en fin de compte, ça m'apprenait moi aussi pour moi, après à pouvoir régler des choses. Langue de chasse et tout, j'aime pas que ça existait, langue de chasse. Pour moi, c'était que les voitures. Maintenant, non, en fin de compte, c'est les quads, les motos, il m'a appris plein de choses. Et je suis très très reconnaissant, très très reconnaissant. J'ai que des bons souvenirs avec Alain. Avec mon Laoud, j'ai que des bons souvenirs. Avec ses enfants, avec Jasmine, avec Marie, sa femme, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, parce que j'ai passé un week-end dans le Château de la Loire avec mon épouse. Et on s'arrêtait par hasard, parce que j'ai appris qu'il était malade, il avait un problème de cœur. Et j'ai fait une surprise, je me suis arrêté. J'ai dit, je vais m'arrêter vers mon Alain, parce que c'est mon Alain à moi, c'est pas Alain à quelqu'un d'autre. On a passé une journée de folie. On a mangé du poulet, on était voir la table à dessiner là-haut. Il m'a fait voir les pièces, il m'a fait vibrer un week-end. Et j'ai regretté, le soir où je suis parti, j'ai regretté, parce que mon épouse elle m'a dit qu'on aurait dû rester. Ouais, c'était trop court. C'était trop court, je regrette. Profondément, pour Marie et pour lui. Et pour Jasmine et pour Alban. On remercie Alain d'évoquer ses souvenirs, je pense qu'il te touche au cœur. Tout à fait. L'expérience avec Alain Chevalier, ça marque un homme, parce que c'était quelqu'un de fabuleux, d'une rigueur absolue, très doué, très sympa, très rigolo. On a passé des moments formidables ensemble. Et puis moi, j'ai beaucoup admiré la créativité du personnage, parce que c'est quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, qui savait comment s'y prendre, qui est un autodidacte, parce qu'en fait, à la base, il n'avait fait que des études de médecine, donc il n'était pas vraiment destiné à travailler à ce niveau de compétition. Quand on voit toutes les réalisations qu'il a effectuées, la qualité de ses réalisations, on ne peut qu'être admiratif. Et moi, Alain était pour moi comme un grand frère, et sa disparition, il y a maintenant 3 mois, laisse un grand vide. J'en ai beaucoup souffert. Et même encore maintenant, quand j'y pense, je suis vraiment... j'ai beaucoup d'émotions qui remontent à chaque fois, parce qu'on a, en dehors de la période de Grand Prix, et puis en plus, après lui, il a continué les Grands Prix, il a fait rouler Jean-Michel Bayle, il a fait rouler Didier de Radiguez, il a fait rouler Jean-François Valdé, il a fait rouler pas mal de pilotes. Il a eu d'excellents résultats. Il a fait des voitures pour le Dakar, il a fait des motos pour le Dakar, il a fait des quads qui ont été champions du monde. Enfin, il a un palmarès impressionnant. Et toutes les réalisations qu'il a faites se sont avérées très performantes. Donc c'était un grand personnage. Et je l'avais tanné pendant de nombreuses années en disant viens avec nous en classique. Et lui, il considérait que le classique c'était un peu ringard, que bon voilà, c'était pas trop son truc. Et puis il y a, je dirais, 7 ans, finalement il a décidé de venir. Et là, il a découvert un monde qu'il ne soupçonnait pas. Il a retrouvé déjà plein d'anciens copains qu'il avait perdu de vue. Et finalement, ça lui a vraiment plu. On a refait des projets ensemble, on a remis en état une de mes motos qu'il possédait encore, donc que j'ai récupérée, qui était la moto avec laquelle j'ai gagné mes Grands Prix, et avec laquelle je cours aujourd'hui en ICGP. Et puis on faisait plein de projets de développement, de préparation de machines, de meetings qu'on pourrait faire ensemble. Et puis finalement, voilà, au mois d'août, il est rentré à l'hôpital, la maladie l'a emporté, et puis c'est vraiment été une profonde tristesse pour moi. Je ressens un gros vide, un gros manque, et puis voilà, il me manque énormément. Maintenant, il faut faire sans lui, mais il restera à jamais gravé dans ma mémoire, et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, personnellement et au niveau sportif aussi. Donc voilà, adieu Alain, et puis je suis vraiment très triste qu'il nous ait quittés si tôt. Mon père, même s'il nous réservait, certes, quelquefois, des opinions un peu tranchées et quelques accès de tête de mule, était pourtant dans la vie ce qu'il avait sensiblement l'air d'être. Le champion de la grimace, le roi du surnom et de l'expression qui tue, un conteur doué, plein de récits haletants de toutes les bêtises qu'il avait accumulées depuis sa plus tendre enfance, un concepteur et un artisan appliqué et plein d'imagination, un observateur pertinent doté d'un certain radar émotionnel, un homme vraiment sympa, dont la capacité à se faire apprécier avec tant de naturel me laisse profondément rêveuse.
Un anticonformiste revendiqué, un peu impertinent, capable de dépister des gens de valeur dans tous les milieux et de garder parfois un avis irrévérencieux sur les autres, si diplômé soit-il. Une redoutable tête en l'air aussi, capable de mettre du super à la place du gazole alors qu'on est déjà bien à la bourre, incapable de passer un message, ni même de se rappeler de ma date d'anniversaire avant qu'on soit mis sur Facebook. Ça m'a toujours fait rire et un peu contaminé aussi. Sa vocation médicale, souvent évoquée dans son parcours, a calé très tôt, reflet de sa joyeuse incapacité à rentrer dans le petit costume bien scolaire qui lui aurait été nécessaire. Mais sa curiosité était sans limite, y compris dans ce domaine. Il a sauvé et nourri tout un paquet de petits hérissons, qu'il amenait même avec lui quand elle venait en vacances, et qu'il laissait s'enfuir sous mes meubles de cuisine pour le plus grand bonheur de ses petits-filles. Quelque part à Marseille vit peut-être encore une chatte errante, stérilisée il y a 15 ans par une jeune vétérinaire assistée de son vénérable papa. L'ingéniosité mène partout. Dans mon chenil d'hospitalisation, il y a un box qu'on appelle le box VIP. Il donne sur la salle de soins, les animaux nous regardent travailler, il donne aussi sur le jardin. C'est Alain qui nous avait fabriqué les portes de ce box sur mesure en alu. Conception cheval, elles sont magnifiques. Mon père m'a aussi fabriqué des écarteurs chirurgicaux, un marteau à os et un applicateur pour brûler les verrues des chevaux à l'azote liquide. Il a réparé à distance, à partir des plans qu'on a bâtis ensemble, ma table d'examen, mes fauteuils de jardin. J'ai fait partir des colis de trucs pétés, j'ai reçu des petites pièces usinées spécialement pour moi. Pour mes garçons, il a fabriqué un petit bonhomme soudé en inox avec une tête d'écrou, un petit chien avec une queue et des pattes en clous, des narines, une bouche et même un petit trou de balle qui leur a beaucoup plu. Un bâton de marche ciselé dans du bois, une superbe moto de course dessinée à main levée sur un coin de table. Il lui reste un échec, la planche à roulettes à moteur, ambitieuse, mais qui n'a vraiment jamais servi qu'à se bourrer. Cheval était un sacré papa qui m'a offert une enfance haute en couleurs, une image de héros à portée de main, un chapitre gonflé pour doubler toutes les mobilettes et tout un paquet de souvenirs sur lesquels je ne manquerai pas d'aller me réchauffer, désormais les jours où il me manque.